À Paris, quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines deux cœurs qui sourient, tout ça parce qu'ils s'aiment à Paris. Au printemps, sur les toits, les girouettes tournent. Paris, cité parmi les cités. Paris et l'immobilier. Pour nous, l'immobilier, ce sont souvent des appartements, des maisons, des prix, des mètres carrés. Mais que vaut Paris réellement? C'est le titre de l'ouvrage, écrit par mes invités. Je vous propose tout de suite de partir à la découverte du Paris historique et du Paris de l'immobilier dans Clairement Immobilier. Et mes invités du jour, aujourd'hui, ce sont Gilles Ricourt de Bourgie et Patrice de Montcamp. L'un est président de la Chambre Paris-Île-de-France de la FNAIM et l'autre est historien. Messieurs, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Alors, que vaut Paris? Alors, le titre est effectivement très évocateur, il suscite beaucoup de questions. D'ailleurs, vous avez été repris pas mal de fois par nos amis journalistes et médias. Moi, j'ai eu l'impression en lisant cet ouvrage que vous vouliez surtout parler d'histoire et d'immobilier parisien. Est-ce que je me trompe? Non, tu ne te trompes pas, dans le sens où, de toute façon, un prix, c'est chargé d'histoire, c'est chargé de mythes, d'a priori, de choses fausses, de choses vraies, et il fallait décrire tout avant pour arriver à montrer que vaut Paris. Je crois que ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'on s'aperçoit que calculer la valeur de Paris, c'était quand même une entreprise qui n'était pas évidente. Grâce à Patrice, on est arrivé à un chiffre, on y reviendra certainement. Mais au-delà de ça, la difficulté, c'est effectivement toute la valeur culturelle, comment la chiffrer, et la valeur, je dirais même en termes de construction architecturale. Et je crois que pour un agent immobilier parisien, c'est absolument capital de connaître ce genre de... C'est clair, c'est clair. C'est ce que je me suis dit tout de suite. Alors, parlons un peu d'histoire. Moi, j'ai appris beaucoup de choses et j'espère que les gens apprendront également. Est-ce que vous pouvez, comme ça, pêle-mêle, me citer 2-3 grands éléments déclencheurs majeurs dans l'histoire de l'immobilier parisien? Alors, moi, j'ai retenu la Révolution, mais il y en a plein d'autres, c'est truffé d'anecdotes. C'est quoi les 2-3 grands déclencheurs historiques de l'immobilier parisien? Il y a d'abord la Révolution française, 1789, qui non seulement restructure complètement la société, mais donne comme un des 4 droits fondamentaux et sacrés et inviolables, le droit à la propriété à chacun, ce qui n'était pas le cas avant du tout. Donc, va se poser un problème. Il y avait 4 droits, il y avait liberté, égalité, propriété, sécurité, sûreté. Les 3 autres, pas de discussion possible. Mais est-ce que la propriété, est-ce que c'est pas du vol finalement, comme dira Proudhon 40 ans plus tard? Voilà. Donc ça, c'était un problème et toute la société s'est en fait organisée autour de la propriété depuis. C'est le fondement de la propriété, c'est le fondement de la société, c'est le fondement du travail. C'est la justification du travail, juste de devenir propriétaire. Il y a une deuxième grosse révolution, c'est le logement social. Dans les années 1920-1930, c'est-à-dire que l'État, les collectivités locales vont prendre en main l'habitat social qui était tenu auparavant en fait par les grandes entreprises, le paternalisme, le capitalisme. En fait. Donc ça va être une grande évolution, ça va faire intervenir la ville et l'État, les villes et l'État dans la propriété immobilière avec tout ce que ça va comporter de choses très difficiles, et en particulier les blocages de loyers, des lois qui allait un petit peu, même complètement, à l'encontre même du droit de propriété inviolable et sacré. Et puis, la troisième grande révolution, vraiment, c'est l'après-Seconde Guerre mondiale, où va être inventé un métier qui est le métier de promoteur, et un bien immobilier qui n'existait pas avant, qui est le bien en copropriété. Et la copropriété va exploser à ce moment-là, et la monopropriété va baisser considérablement. Oui, ça va être un problème de vase communicant. Voilà. Ça, c'est vraiment les 3 grands points principaux. C'est ça.
tout à fait d'accord. Alors, bon, on va quand même parler de ce montant, parce qu'il a été repris, et puis je me dois de le dire. Donc, vous avez trouvé ce fameux chiffre donc, de près de 707 milliards d'euros pour Paris. Alors, comment on fait pour trouver ce chiffre-là? Je crois que ce qu'on peut dire, c'est que c'est d'abord le fruit d'un travail en commun. Quand je dis en commun, c'est la Chambre FNEM de Paris-Île-de-France et Patrice de Montcamp. On travaille depuis 15 ans ensemble. Donc sur le terrain, on a nos agents immobiliers qui collectent les données depuis 15 ans des prix de l'immobilier parisien. Et on les communique à Patrice qui nous sort un observatoire des prix pour nos clients. Et ça a été très récemment, il y a un an, lors d'une conversation avec Patrice, on s'est dit mais pourquoi on ne pourrait pas maintenant sortir le prix de Paris, puisqu'on en avait les moyens. On avait donc cette base qui était la valeur de l'habitation via nos agents immobiliers. On avait via la BNP Real Estate la valeur des bureaux à Paris. Et puis la troisième source, c'était l'APUR, l'Agence parisienne de l'urbanisme, qui avait la typologie de tous les immeubles en termes de commerce, c'est ça. Bas d'immeubles. C'est ça. Donc avec les ça, murs. Oui, c'est ça, les murs. on est bien d'accord. Donc avec ces trois typologies de biens, si vous voulez, on a pu construire une valeur qui est donc... On est bien d'accord, pour les gens qui nous regardent, là-dedans il n'y a pas les monuments. Hein. Alors justement, non mais c'est intéressant, dans 707 milliards, il n'y a pas les monuments. On s'est amusé à faire une estimation malgré tout de certains monuments, mais c'est vrai que c'est utopique, c'est totalement utopique. Comment évaluer l'Élysée, comment évaluer la Tour Eiffel, comment évaluer le Louvre? On l'a fait, on s'est amusé à le faire, on dit bien que c'est tout à fait utopique. D'accord, c'est consultatif. Oui, voilà, c'est pour montrer aussi qu'au-dessus de 707 milliards, il y a plusieurs milliards encore pour la Tour Eiffel et l'Élysée. Mais comment estimer l'Élysée? Est-ce qu'on estime son foncier? Est-ce qu'on estime son bâtiment? Ça, c'est assez faisable, finalement. Mais cette valeur historique et cette valeur presque mythique de l'Élysée... Qui compte dans l'immobilier. Qui compte de façon très très importante. Comme va compter la vue d'un appartement ou chose comme ça. Là, il y a une histoire, il y a un mythe autour du bâtiment, à tel point même que c'est tellement le bâtiment de la République française, puisque tous les présidents de la République, depuis le premier qui était Louis-Napoléon Bonaparte, ont été mis à résidence dans ce logement, ce palais, à tel point que même quand De Gaulle, en 58, c'est-à-dire quand De Gaulle était le nouveau Messie, le retour de Gaulle en 58, il ne voulait pas aller à l'Élysée, il voulait aller d'abord à Versailles, puis comme il y a eu un refus, il a demandé Vincennes, et quand même les deux chambres, Sénat et Chambre des députés, lui ont imposé l'Élysée parce que c'était une force symbolique absolument énorme. C'est important, oui. À tel point d'ailleurs qu'il a eu un mot très très drôle en rentrant avec tante Yvonne dans l'Élysée, il a dit « Voilà que nous sommes mis en garni ». Ça va? Il y a pire. Il y a pire. Ok. Je vais m'adresser à l'agent immobilier que tu es. Moi, j'ai pris conscience de beaucoup de choses avec cet ouvrage. Il m'arrive de côtoyer pas mal d'agents immobiliers. J'ai le sentiment que ce que vous avez écrit là, ils sont encore assez loin du compte. C'est-à-dire que d'un point de vue culturel, ma question c'est est-ce que vous pensez que les agents immobiliers sont au courant de ça? Est-ce qu'ils sont assez formés sur l'histoire de l'immobilier? Là, tu mets le doigt sur quelque chose qui est sensible et sur lequel j'attache énormément d'importance. Je pense qu'on n'habite pas à Paris par hasard. On parle de valeur de l'immobilier. Habiter Paris, ça se mérite. Et effectivement, si on ne parle que de prix au mètre carré, on passe complètement à côté de la plaque. Et il faut pouvoir, quand on est agent immobilier, savoir exactement la différence entre les quartiers, les habitudes de ces quartiers, la manière dont vivent les Parisiens à certains endroits, les qualités intrinsèques d'un immeuble, parce que Dieu sait s'il y a une palette qui est excessivement large dans l'immobilier à Paris, et si vous êtes incapable d'expliquer en fait le type de construction, de lire une façade et d'écrire en fait même l'appartement que vous allez proposer à un client dans son environnement au niveau de l'immeuble, mais dans son environnement au niveau du quartier, vous faites qu'une partie du métier. Donc je pense que tu as tout à fait raison. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on peut reporter sur d'autres plans.
Je pense à tout ce qui est développement durable, par exemple, où nos syndics de copropriété ont quand même une mission, c'est à rénover aussi le patrimoine immobilier de leurs clients pour pouvoir réduire les charges, parce que Dieu sait si c'est un point important. Et ça, on ne peut plus le faire tout seul, quoi. Il faut s'ouvrir avec des compétences qui sont connexes, je dirais, des compétences pour ce qui est de Patrice, de statisticien et d'historien, pour ce qui est du développement durable, des compétences en termes de technologie, technique du bâtiment. Et l'agent immobilier, je dirais, tel qu'il doit être, ça doit être quelqu'un essentiellement d'ouvert aux technologies de demain, et à l'histoire, parce qu'on ne peut comprendre Paris que si on a compris ce qui s'est passé dans Paris. Est-ce qu'il y a des choses qui sont faites en formation aujourd'hui là-dessus? Alors, pour tout ce qui est technique du bâtiment, là, il y a des formations. Ouais. On a une école, l'école supérieure de l'immobilier à la FNAIM, où il y a plusieurs cours sur ça. Par contre, il est clair que sur l'histoire des villes, là, il va falloir, il faut acheter le bouquin, mais il va falloir qu'on s'y mette aussi au niveau de l'école, c'est très important. Très bien. Si tu permets, je rajouterais quelque chose, pas tant pour les agents immobiliers, mais l'histoire, je parlerai aussi un peu des politiques. C'est-à-dire que l'histoire, c'est quand même un sans cesse recommencement, c'est une tarte à la crème, mais c'est vrai, et je trouve que les politiques nient très souvent l'histoire quand elle ne les arrange pas. Dans la loi, par exemple, il y a un projet de loi qui passera peut-être pas, qui est de créer un impôt, une taxe sur un loyer fictif. Alors là, on se souvient de l'histoire. On en parle juste un peu après. Entre 1945 et 1969, il y a eu cette loi, dans des restrictions différentes. Par contre, pour les blocages de loyers, on a complètement oublié l'histoire aujourd'hui. L'histoire des blocages de loyers montre que c'est catastrophique pour le patrimoine d'une ville, d'un pays, c'est catastrophique. Pour Paris, la Seconde Guerre mondiale, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, le patrimoine arrive complètement détruit, pas entretenu, etc. C'est pas du tout pour la guerre. C'est parce que depuis 1914 jusqu'à 1940, les loyers ont été totalement bloqués. Et donc les propriétaires n'avaient plus les moyens d'entretenir, à tel point qu'on arrive à une aberration en 1944, c'est que le budget moyen des Français pour le tabac est supérieur au budget moyen du logement. J'ai vu ça. Et qu'un Parisien, un propriétaire parisien, parce qu'il n'y a pas de copropriétaire à l'époque encore, il n'y a que des propriétaires d'immeubles en totalité, le salaire de sa concierge représente en moyenne 10 loyers de son immeuble. C'est-à-dire qu'un pauvre propriétaire qui a un immeuble de 8 appartements, il ne peut pas payer la concierge. Et ça, c'est pas la guerre. C'est pas vrai. Il y a plus très peu de bombardements sur Paris. C'est véritablement une décision politique. 30 ans de décisions politiques qui avaient leur justification, mais qui se sont révélées totalement aberrantes. Et aujourd'hui, on repart dans un espèce de processus en sans tenir compte de l'histoire, alors que c'est facile de le savoir quand même, et en repartant dans je pense, une sorte de démagogie politique, mais c'est dangereux, quoi. Ça a déjà été fait et c'est dommage de recommencer. Tu devances une question que j'allais effectivement vous poser et effectivement je vais peut-être aussi m'adresser à Gilles là-dessus. Je le disais, encadrement, moratoire des loyers, on comprend en lisant cet ouvrage que c'est pas du nouveau tout ça. On connaît ça par l'histoire. Alors bon, il faut la connaître, c'est ça notre problème, c'est qu'on a un petit peu oublié cette histoire. Est-ce que, Gilles, tu penses que là, on va vers de graves ennuis avec ce plan Allure, enfin cette loi Allure, et particulièrement, puisque c'est ce qui fait un peu grogner cette fameuse GUL dont on parle beaucoup? C'est quoi le sentiment du patron de la Île-de-France? C'est un vrai sujet, disons que on est très inquiet, évidemment. Alors bon, rien n'est fait, on est devant le Sénat actuellement, enfin ça a été voté au Parlement. Ce qu'on peut dire concrètement, c'est qu'on est face à cette problématique du logement, face à un problème qui est quand même grave. Bon, il ne faut pas se voiler la face, c'est très difficile d'acheter, c'est très difficile de louer, les prix sont élevés à Paris et je dirais dans beaucoup d'autres endroits en France. Par contre, pas partout en France. Donc déjà, les lois générales concernant l'immobilier, elles ont fait la preuve par leur généralité
qu'elles étaient risquées, parce que chaque ville a une problématique qui est la sienne, parce qu'on ne peut pas parler de l'immobilier sans parler de la géographie autour, hein, parler de l'histoire, mais de la géographie et de l'économie autour. Donc le logement, c'est lié à l'économie de la ville, à l'activité de la ville. Donc les grandes lois généralistes sur l'immobilier, il faut a priori s'en méfier. Après, une fois qu'on a posé le problème, c'est vrai ce que dit Patrice, bon, il est clair que déjà en regardant ce qui s'est fait, on peut comprendre qu'il y a un niveau d'engagement de l'État qui est nécessaire, parce qu'on ne peut pas, c'est vrai, laisser faire n'importe quoi, et il faut quand même loger tous les Français, mais il y a un niveau au-delà duquel il ne faut pas aller pour l'État. Et quand il va trop loin, en tout cas l'histoire nous a expliqué, entre les deux guerres, c'était évidemment une démonstration flagrante, que trop d'État nuit à la politique du logement. Parce que, tout simplement, hein, si vous voulez, on a actuellement la plus grande partie de l'offre locative, elle est quand même prise en charge par les bailleurs privés. Donc, si l'État gérait le logement en France, c'est-à-dire construisait et logeait tous les Français... On rappelle d'ailleurs que le majeur problème qu'aujourd'hui on rencontre, c'est le manque de logements. Il nous manque, je crois, 500, 600, 1000 logements en permanence, entre 700 000 et 1 million. C'est plutôt 1 million. Mais le problème, c'est que si l'État était en capacité de loger tous les Français en construisant les immeubles, en les finançant, il n'y a pas de problème. Bon. Là, il y a les 2/3 des logements en France, dans le locatif, qui sont propriétés des bailleurs privés. Donc, il faut quand même faire attention à ce qu'on fait. Les bailleurs privés, ben, on les connaît, ce sont nos clients, hein, ce sont des gens qui achètent pour préparer leur retraite. La très très grande majorité de ces bailleurs privés ne sont pas des riches capitalistes qui ont des immeubles entiers. Ils ont un logement pour assurer leur retraite, avoir un revenu complémentaire quand ils ne travailleront plus. Bon, c'est ça leur objectif. Bon, si on encadre les loyers, alors que pour eux, et on le voit dans les agences, c'est un calcul extrêmement précis entre un apport et puis les revenus du locataire, enfin les mensualités du loyer, qui vont permettre donc de payer la mensualité à la banque. Donc si on encadre trop les loyers, et là en plus on parle plus qu'un encadrement des loyers, on parle d'un blocage des prix et même d'une baisse des loyers, puisque le gouvernement nous parle d'à peu près sur Paris 30% des loyers qui baisseraient de l'ordre de 25%. Vous vous rendez compte? Donc ça veut dire que 30% des propriétaires se verraient à l'occasion d'un changement de locataire réduire leur loyer de 30% de leur 25 à 30%. capacité de remboursement. C'est totalement démotivant pour l'investisseur. Alors c'est démotivant, et puis le problème c'est que le propriétaire, bon, il ne pourra pas rembourser ses échéances. Qu'est-ce qui va reprendre le bien? Ce sera le banquier. Et là, en fait, on mettra à terme, en face du pauvre locataire, le méchant banquier. Donc, je ne sais pas si c'est rendre service au locataire. Donc, voilà. Il y a eu, si vous voulez, une démonstration de ce risque qu'avait l'État à s'investir trop dans un blocage des prix. Il y a des situations exceptionnelles. Patrice parlait des deux guerres. C'est vrai qu'il y a une intervention très forte. À partir de 14. En 14-18, donc effectivement, les combattants étaient au front. Il y avait des mères de famille avec des enfants qui ne payaient pas les loyers. Ça se comprend. Normal. Après, les anciens combattants reviennent. Ils cherchent du travail, on accompagne ça en encadrant les loyers, très bien. Mais après, ça a continué jusqu'à cette fameuse loi 48 là, que tout le monde connaît, où finalement, ça aboutit sur donc, toute cette période de l'entre-deux-guerres à une absence totale d'entretien du parc locatif, et donc pour Paris, une offre locative qui était d'une vétusté énorme. Donc voilà, il faut surtout faire attention à ça. Et je crois que là-dessus, on est à un moment charnière. Parce que nous, professionnels, je peux vous dire qu'on attendait beaucoup de cette loi Duflot. Mais en fait, moi, c'est ce que j'allais te dire, c'est que je pense que le projet dans l'intégralité, déjà, tout n'est pas acheté dans le projet de loi Allure, il y a plutôt de bonnes choses, mais on a l'impression que
on va dire 80 à 90% de ce projet de loi a été écrit par les agents immobiliers. Je me rappelle encore de ces grandes réflexions, notamment sur les livres blancs, les choses comme ça. C'est plutôt vous qui avez mis à contribution vos esprits pour servir un projet de loi qui finalement aujourd'hui vous lâche. En tout cas, c'est ce que j'analyse de l'extérieur. C'est-à-dire qu'on voit que finalement, jusqu'au bout du bout, bien, vers la fin, vous n'êtes plus trop écouté. Ouais. On a vu les patrons de la FNAIM, Jean-François Guet monter au front, on a vu Laurent Vimont monter au front, on te voit monter au front, on voit tout le monde monter au front, sauf que ça a l'air d'être opposé par le fait de se défaire de tout ça en disant c'est ponctuel. Moi j'ai l'impression que Mme la ministre s'arrête en disant oui, on a entendu, mais c'est ponctuel et que ça va passer. Non, mais le problème, c'est qu'on a été effectivement entendu, écouté, et finalement, on a retenu de nos propositions, qui sont nombreuses, simplement l'organisation, le toilettage de la loi Hoguet quant à l'organisation de la profession. C'est ça. Donc ça, là-dessus, on est tout à fait d'accord. Par contre, le problème, c'est qu'on avait une autre proposition qui était une alternative à l'encadrement des loyers, c'était ramener des loyers au niveau de ceux pratiqués dans le logement social. D'accord. Pour certains bailleurs privés qui étaient d'accord pour le pratiquer. Donc en fait, si vous voulez, vous auriez deux types de bailleurs privés. Celui qui pratique le loyer libre, et là, pas de problème. Et puis celui qui pratiquerait donc un loyer modéré. Et la demande qu'on fait à l'État, mais qu'on peut faire à la mairie de Paris aussi, parce qu'on peut très bien avoir une politique très parisienne, et moi je suis tout à fait prêt à rencontrer le maire ou le prochain maire de Paris sur ce sujet, c'est donc de leur proposer d'assurer aux bailleurs qui proposeraient un loyer modéré un revenu net identique à celui qui pratique le loyer libre. Voilà une proposition intéressante. Le différentiel, si vous voulez, on peut l'obtenir très facilement en faisant donc des abattements sur les revenus fonciers et puis sur l'ISF et la plus-value. Donc il y a des solutions qui sont bien différentes de l'encadrement des loyers. L'encadrement des loyers, ça va être généralisé à tout le monde, ça va faire fuir l'investisseur privé et ça va donc tendre à une raréfaction de l'offre. Et quand on sait qu'on a à peu près 2/3 de l'offre locative gérée par ces bailleurs privés, si jamais ces bailleurs privés s'en vont, et ben là il va y avoir des problèmes graves. Et donc concernant la Gull, alors Gilles? Ah oui, non, cette Gull, oui, ça aussi c'est un dossier qui est préoccupant. Il vient d'être voté également par le Sénat, donc il faut être extrêmement vigilant. Bon, il est prévu une application en 2016 et je pense qu'on va avoir le temps de le faire évoluer, ce projet, dans le bon sens. Parce que, si vous voulez, vous savez ce que c'est que le taux d'effort, c'est donc le rapport loyer-revenu pour un locataire. Actuellement, les assureurs admettent jusqu'à 1/3 donc, de taux d'effort pour recevoir un locataire. Dans le projet Gull, on passerait à un taux d'effort de 50%. C'est-à-dire qu'un agent immobilier serait obligé de prendre un dossier d'un locataire qui prendrait un loyer qui représenterait 50% de ses revenus. Nous, on sait ce que ça veut dire en termes de risque de non-paiement des loyers, et donc derrière le contentieux, c'est énorme. C'est énorme. On le voit déjà parce qu'on a la GRL, la garantie des revenus locatifs, qui a déjà, pour dans certains cas, prévu ce taux d'effort. Et on voit que la sinistralité sur cette partie est très lourde, beaucoup plus lourde que sur la première partie des locataires qui sont entre 0 et 33%. Donc là, l'amener à faire une garantie universelle, automatique, jusqu'à 50%, c'est absolument impossible. C'est absolument impossible. D'ailleurs, Madame Duflot a fait évaluer les risques en termes de contentieux. Ça représentait, selon elle, 700 à 800 millions d'euros. Selon nous, c'est entre 1,5 milliard et 2 milliards. Donc 700 à 800 millions, ça veut dire qu'il faut faire une taxe sur tous les loyers de 2%, sauf que comme la réalité c'est plutôt le double, et ben, la taxe elle va passer très rapidement à 4 voire 5%.
Donc créer un impôt supplémentaire sur les loyers, ça veut dire quoi? Eh bien, dans les zones qui ne seront pas encadrées, ça veut dire simplement faire une hausse des loyers. C'est ça. Donc on est vraiment dans une mécanique qui est dangereuse et absolument incompatible avec la volonté de baisser au contraire les loyers. Juste pour que les gens qui nous regardent soient un petit peu au courant, on a eu le sentiment que ces derniers temps, les relations s'étaient fortement brouillées entre la FNAIM et Madame Duflot. Est-ce que ça a repris un peu son cours ou pas? Écoutez, là on est un peu dans la période d'attente. Je crois que nous, vous le savez, hein, donc on a suspendu la contribution de nos observatoires. Donc on attend de voir comment ça évolue. Il est clair que les discussions qui ont cours là au Parlement sont très importantes. On est tout à fait prêt à reprendre le dialogue. Pour vous, il faut d'ailleurs, parce qu'on est avant tout des acteurs citoyens et on veut aller aux solutions. Bien sûr. On pointe du doigt les problèmes, mais on a également les solutions. C'est ça qu'on veut faire comprendre. Les faire entendre. Au gouvernement, on veut se faire entendre et derrière, on aura des solutions évidemment à proposer. Très bien. On quitte ce sujet de la loi Allure quelques instants. Je sais que dans vos propositions, dans tes propositions, on essaye aujourd'hui de dire allez, on arrête cette histoire de prix au mètre carré. Bon, j'y crois. Bon, vous y croyez forcément. Moi, ce que je me demande, c'est est-ce que les agents immobiliers y croient? Et plus important, combien de temps ça va nous prendre d'ancrer ça dans la conscience collective des acquéreurs et des vendeurs français aujourd'hui? On ne peut plus parler de prix au mètre carré. Ouais. C'est un truc auquel on tient viscéralement, visiblement. C'est-à-dire que tu as acheté à combien du mètre carré? C'est une phrase courante. Et c'est pourtant quelque chose de totalement absurde, qui n'a aucun Probablement. sens. Alors ça étonne en effet beaucoup. On a même été contacté par la London Economic School disant c'est étonnant, etc. Est-ce que vous seriez prêt à nous raconter tout ça? Oui, on est tout à fait prêt à raconter ça, même dans la langue de Shakespeare. Mais notre premier constat, c'est quoi? Quand on voit un client arriver dans une agence immobilière, il ne dit pas « je viens acheter 83 mètres carrés à 8 500 € le mètre carré moyen ». On n'a jamais vu ça. Un agent immobilier, un client qui rentre dans une agence, il a des besoins spécifiques. Les besoins, c'est je veux 2 chambres ou 3 chambres, un living simple ou double, et puis plutôt dans tel secteur, et j'ai une capacité financière qui correspond à un apport pour une part et pour une autre part, un emprunt. Et je ne peux pas le dépasser. Il faut que vous me trouviez la chose qui va correspondre le mieux possible à ça. On ne parle jamais de mètre carré. C'est vrai. Enfin, de prix au mètre carré. C'est ça, de prix au mètre carré. On parle de nombre de chambres, de choses comme ça. Après, on va parler de, finalement, mon appartement, il m'est revenu à temps. Et on considère trop aujourd'hui le prix au mètre carré, et tout le monde, comme une espèce d'indice par-dessus tout. Mais le problème d'un indice, quand on crée un indice en économie, il faut avoir des articles assez homogènes et qui ont une vie dans le temps assez longue pour pouvoir, premièrement, comparer du comparable dans un premier temps, comme ça qu'on crée l'indice, et ensuite comparer dans l'évolution des choses qui vivent et qui durent. On n'est absolument pas sur le même sujet dans l'immobilier. Premièrement, quand on prend Paris, on est d'abord sur un marché d'occasion. Donc ça sera un indice d'occasion. Et quelles occasions? Ce n'est pas de l'occasion comme dans une voiture. Hein, ce n'est pas 5 ans ou 10 ans, c'est 200 ans quelquefois. Okay, donc en 200 ans, le logement peut avoir été traité de tas de façons différentes, etc. Et en plus, pour calculer l'évolution d'un indice, qu'on a dit, c'est qu'il faut pouvoir comparer les mêmes choses dans le temps. Mais dans l'immobilier, ce n'est pas possible. Comment peut-on comparer un appartement qui a été vendu 6 mois avant? Il est vendu, il n'est plus sur le marché. Donc on ne peut pas dire s'il a évolué ou pas. Or, dans le même immeuble, 2 logements vont être à 30% d'écart de prix, parce qu'un sera très bien entretenu, l'autre pas du tout. Dans la même rue, un immeuble aura une copropriété qui entretient très bien l'immeuble et tout, et l'immeuble mitoyen, il ne sera pas entretenu. Donc, parler d'un prix au mètre carré moyen sur Paris, c'est totalement absurde. Ça n'a même pas de valeur d'indice, à mon avis. C'est même pas ça. Mais c'est vrai, comme tu dis, c'est qu'on s'est accroché à ça, la mentalité. C'est ça. C'est rentré dans la conscience collective. Oui, tout à fait, le prix au mètre carré. Mais ça n'a pas de réalité. Donc,
est-ce que derrière la question, c'est est-ce que vous comptez convaincre C'est ma question, c'est comment on fait rentrer ça dans la tête des gens? Alors des agents d'abord, et surtout des clients. Mais voilà, parce que les agents, je pense que ce sera plus facile. On a vu pousser. Il faut laisser faire les choses. Oui. Bon, il y a une habitude qui n'est pas si vraie que ça en province. Oui, en province. C'est une habitude très parisienne. Ouais. Bon. Donc, les agents immobiliers, ils vont s'y mettre parce que, comme tu le dis, c'est leur vécu, puisque la question du client lambda, c'est un budget et un nombre de pièces, en gros. Et alors, ce qu'on a fait concrètement pour essayer de promouvoir cette nouvelle manière d'appréhender l'immobilier et la valorisation de l'immobilier, c'est qu'on a sur notre site, tu connais. Je l'ai vu, très bien. Ben oui, c'est ça. C'est exactement la réalité. On va l'écrire. On va l'écrire sur le. On peut trouver maintenant une cartographie, donc non seulement de Paris, mais du Grand Paris, où en fait on montre non pas des prix au mètre carré, mais on part de la problématique du client. Problématique de vie. De vie du client. Et de réalité du marché. Et de réalité du marché, mais on l'accompagne complètement dans sa démarche. C'est-à-dire qu'en fait, il dit, bon ben voilà, je travaille à la Défense, ma femme, elle, travaille à la Nation, et puis mes enfants sont à l'école à tel endroit. Bon, déjà, il y a un problème de temps de transport à Paris, donc il faut en tenir compte dans la démarche de choix. Ensuite, j'ai 2 enfants, donc j'ai besoin de 2 ou 3 chambres. Et puis, j'ai un budget qui va de 300 000 € à 380 000 €, parce que éventuellement, je peux faire des travaux. C'est ces 3 critères-là qui vont permettre donc aux consommateurs d'aller sur la cartographie qu'on a faite et d'aller voir en fonction de son budget, du nombre de chambres et de la distance en termes de temps de transport, travail. où est-ce qu'il peut donc acheter. Très bien. Ça lui ouvre probablement d'ailleurs d'autres horizons que bien évidemment. Ouais. Alors c'est très surprenant parce qu'effectivement pour un budget bien précis, on a des possibilités, surtout à l'échelle du Grand Paris, d'aller dans des endroits très différents et évidemment on va avoir des typologies de biens qui seront très différents si on se retrouve dans le 19e, dans le 14e ou à Gennevilliers. Mais c'est des vrais projets de vie. Et quand on parlait d'histoire, de culture tout à l'heure en début d'entretien, c'est ça, c'est que l'agent immobilier, il est obligé d'accompagner le client d'une manière beaucoup plus importante et fondamentale que de simplement dire je vais vous vendre du 8 252 € le mètre carré. Espérons que ces idées, ce travail que vous avez réalisé et également le site qui est effectivement une nouvelle façon de voir les choses marqueront un nouvel élément déclencheur de l'immobilier parisien pour les futures années à venir, peut-être pour nos enfants, nos petits-enfants, et qu'on réfléchisse différemment sur comment consommer de l'immobilier à Paris. Est-ce qu'il y a d'autres projets de livres en cours ou pas? En commun? En commun ou sûrement. En commun, oui, on a des projets, mais plus immédiatement, tu as... Moi, j'en ai plusieurs. Jean Sorin, qui sera très drôle, je viendrai vous revoir. D'accord. Il s'appelle Mort aux locataires. Non, c'est basé sur de l'histoire. C'est une analyse justement des rapports propriétaires et locataires, illustrés par des textes sous le Second Empire et par des illustrations de Daumier. Mais c'est vraiment très bien. Il sera très on reviendra. Voilà, donc on reviendra. Ces jours-ci. Non, et puis sinon, oui, moi c'est vrai, je vais faire avec toujours le même principe d'équipe et tout. Quelques grandes villes de province. Des comparatifs sur les autres grandes villes. Très bien. Et puis un jour, on s'attaquera peut-être, ça serait très amusant, une ville à l'étranger, ça serait drôle. Je pense que c'est ce qui manque aujourd'hui. Ça serait vraiment très drôle. On aimerait bien voir comment on se situe par rapport à New York ou à Tokyo ou à Londres. C'est très intéressant. Merci beaucoup messieurs, j'ai été super content de vous avoir dans l'émission. Ça a été un vrai bon moment pour moi, ça. Je le rappelle à tous nos amis qui nous regardent d'agents immobiliers, ça il faut vraiment le lire. En prix au nombre de pages, c'est 0,05 centimes d'euros la page. C'est édité aux éditions du Mécène. 19 €, ça vaut pour le coup vraiment le coup de vous informer là-dessus. Messieurs, merci beaucoup. Merci. Et aux autres amis, à bientôt pour d'autres aventures immobilières. Ciao.